Les amis, il y a une fin à toute bonne chose. Et aujourd'hui, en ce dimanche 31 août 2025, eh bien nous sommes quelque part à la fin des vacances, à la fin de l'été. Demain, c'est la rentrée, mais bien évidemment, il y a une chose qui ne changera, elle, jamais, eh bien c'est la FAQ à laquelle, eh bien, je réponds à toutes vos questions que vous me posez sur Instagram, sur ma petite story, mais aussi en live. Nous sommes en direct à chaque fois que nous réalisons ces petites vidéos. C'est un moment extrêmement privilégié dans lequel eh bien, on échange ensemble et puis on discute. Et ça, c'est vraiment super chouette. Je pense que c'est une des forces aussi de la chaîne, quelque chose que vous appréciez beaucoup. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et du coup, on va faire rapidement un petit tour sur eh bien, ce qui s'est passé, sur l'actualité, on va dire, de la chaîne sur ces derniers jours, sur la semaine qui s'est écoulée. Et vous avez vu qu'il y a deux grosses actus. L'une d'entre elles, c'est un débat qu'on a eu autour de la Suzuki GSX-R 1000 ressuscitée par Suzuki en Europe. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que cette machine, eh ben, elle est déjà enterrée vis-à-vis de ses caractéristiques qui sont eh bien, finalement pas beaucoup plus évoluées que le modèle 2017 par rapport à une concurrence très féroce aujourd'hui et à un prix dont on ne connaît toujours rien. Et puis bien évidemment, ce qui a beaucoup fait bouger et discuter, c'est le scandale, la polémique chez CF Moto avec cette application CF Motoride qui est devenue payante, et ce pour tous les utilisateurs, même ceux qui avaient ces machines CF Moto depuis plusieurs années et qui bénéficiaient des fonctionnalités que cette application leur donne et qui aujourd'hui se retrouvent derrière un mur payant, quelque chose qui peut véritablement poser un gros souci et un peu plomber la crédibilité de la marque chinoise. Donc on va voir, on va un petit peu voir comment les choses évoluent. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos si vous ne les avez pas encore regardées. Et nous allons commencer maintenant par la première question de Kibas qui est un fidèle de la chaîne, bien évidemment, qui nous demande: salut Rodolfo, voici ma question, est-ce qu'un serveur Discord Roadsters TV va ouvrir? J'en profite pour vous dire que oui, je suis en train de travailler actuellement à un petit serveur Discord afin de vous permettre tout simplement de vous réunir, de discuter dessus. Ce sera un serveur qui sera réservé aux membres Roadsters de la chaîne et à ceux qui sont sub sur Twitch, simplement pour avoir quelque chose qui soit relativement filtré et pas avoir n'importe qui puisse venir et foutre un petit peu le boxon. Donc voilà, c'est quelque chose qui sera mis en place très rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est une petite ouverture, on va dire comme ça, de cette FAQ. Et maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans des sujets un petit peu plus sérieux, dirons-nous, avec Théo Flâneuse qui nous demande: ton choix entre une ZH2 SE ou une Super Duker. Alors, vous aurez bien compris que ce sont deux machines qui, à la fois, moi, je les apprécie énormément, tant l'une comme l'autre, et qui ont des philosophies qui sont un petit peu similaires, pour ainsi dire, vu qu'on a des gros cœurs dans ces deux machines. Et donc, je voulais répondre un petit peu à cette question, juste pour donner un peu du contexte à celles et ceux d'entre vous qui peuvent se poser la question sur ces motos-là, qu'il s'agisse du coup d'une ZH2 SE qui est aujourd'hui véritablement une de mes motos préférées, ou de la KTM Super Duke 1390 qui fait aussi partie de mon top sans aucun doute. Je répondrai que si moi je devais en prendre une, aujourd'hui j'aurais envie de tendre vers la ZH2 SE parce que c'est une moto que je n'ai jamais possédée et que j'adore. L'une de ses forces, bien évidemment, c'est ce moteur 4 cylindres en ligne de la Ninja H2 qui du coup est ici remis à 200 chevaux. Croyez-moi que c'est largement suffisant, mais une des choses aussi qui le différencie énormément, c'est sa quantité de couples 137 Nm qui sont délivrés d'une façon qui est assez unique, notamment avec à 5-6 000 tours minute quand le compresseur se réveille, c'est vraiment fantastique. Donc c'est une moto qui est exceptionnelle. Après, c'est vrai qu'effectivement, une Super Duke R Evo ou standard, c'est aussi complètement zinzin. On est sur une machine beaucoup plus légère, avec elle aussi un caractère moteur qui est débilissime, et je vous dirais même que cette moto, elle risque d'être un petit peu plus universellement appréciée que la ZH2 parce qu'on a une moto plus légère, un petit peu plus dans les carcans de ce qui se fait sur un hyper roadster, avec 190 chevaux, 145 Nm et comme je vous le disais, une moto qui pèse quelque chose comme 212 kg quand même avec le réservoir plein, mais franchement ça reste beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable et agile qu'une ZH2, mais la ZH2 elle a un petit côté qui est assez unique, donc voilà, je pense qu'il n'y a aucun souci pour l'une ou pour l'autre. Moi aujourd'hui je tendrais plus vers une ZH2 parce que voilà, j'aime vraiment la machine, mais la KTM Super Duke ça reste totalement validé. Ensuite, j'enchaîne avec une autre question de la part de Tristan Fate qui nous dit: je cherche un hyper roadster mais je fais 1m95. Auriez-vous un conseil de moto
Merci. Eh bien écoute, Tristan, aucun problème. Je te répondrai très rapidement. Je suis sur la page. KTM Superduc 1390. Puisque en fait, cette moto, si on va un petit peu justement dans les détails techniques de la Superduc, elle hérite un peu d'une philosophie un petit peu super motard. C'est-à-dire qu'en fait, on a des dimensions hauteur de selle qui sont quand même assez élevées, 834 mm. C'est pas forcément les hauteurs qui sont les plus basses. Et on a en fait un débattement de fourche qui est assez élevé et qui permet à la machine eh bien, de s'accommoder très bien justement de personnes qui ont un gabarit un petit peu plus grand. Moi, c'est mon cas, hein. Par exemple, hein, je fais 1m89 et j'ai eh bien, le poids, on va dire, d'un petit éléphanto. Je fais plus de 108 kg. Donc, c'est une machine en fait qui me va très bien parce que du coup, ça me permet vraiment de me sentir à l'aise. La ZH2, c'est pareil, c'est pas une moto sur laquelle je suis trop encombré. Mais si on va regarder un petit peu les dimensions, on est sur une hauteur de selle qui est un tout petit peu plus basse. C'est pas grand chose, mais avec les repose-pieds un petit peu plus remontés, c'est un peu différent dans la géométrie. Voilà, n'hésitez pas à faire le test. Mais voilà, ça reste une machine qui est aussi chouette pour les grands gabarits. Mais si je devais en choisir qu'une seule, je choisirais la Superduc parce que ça reste quand même pour moi un petit peu plus adapté. Ensuite, nous avons eh bien, la question de l'Enox 3305 qui dit pour rouler loin, longtemps et à deux en mode sport, H2SX SE ou Hayabusa. Alors j'aime bien parce qu'aujourd'hui on a des questions qui sont quand même un petit peu sur des machines un peu costauds. Mais bon, voilà, il n'y a pas de problème. Donc deux machines, deux motos extrêmement intéressantes. D'un côté, la Kawasaki H2SX, qui existe aussi en version SE, qui est la version haut de gamme, qui est un petit peu la descendante, celle qui succède spirituellement à la Kawasaki ZZR 1400, et donc qui est la rivale directe, ni plus ni moins, de l'Hayabusa. Cette machine-là, c'est vraiment la rivale de la Suzuki Hayabusa, résurrection du Faucon Pèlerin de Suzuki qui est revenu en 2021, avec le même moteur légendaire 4 cylindres en ligne de 1340 cm3 qui fait 190 chevaux et 150 Nm de couple. Donc c'est une moto qui est vraiment ultra intéressante. On a des spécifications qui sont complètement folles au niveau de la fiche technique. Sur une H2SX, on a le même moteur que la ZH2. On est sur le 4 cylindres en ligne compressé. D'ailleurs, si on va regarder un petit peu les caractéristiques, eh bien on a 200 chevaux, 137 Nm, donc ça ne bouge pas, avec des valeurs de couple qui sont un petit peu plus basses et qui sont positionnées un peu plus haut quand le compresseur se réveille. Ça reste une moto qui est fantastique hein, dès lors qu'on commence à arsouiller et à ouvrir. Pour répondre à la question de dire, dans ces machines-là, pour moi, laquelle des deux serait la plus adaptée pour rouler à deux et aussi un peu en mode sport, etc., je répondrai directement que la H2SX est la moto la plus adaptée. Clairement, c'est une machine qui a un ADN beaucoup plus touring, même si on peut bien évidemment s'en servir en mode sport, vous inquiétez pas, hein, ça envoie, mais c'est une machine sur laquelle la position sera un petit peu moins radicale, sur laquelle le passager sera un petit peu mieux installé. On peut y mettre des valises directement pour pouvoir partir en voyage sans avoir à trouver des solutions annexes, comme c'est le cas sur la Hayabusa. Quand je suis parti faire mon road trip au Portugal, il a fallu quand même trouver des solutions avec une sacoche de sel et compagnie. Donc voilà, c'est la Hayabusa. On peut la vivre à deux hein, sans aucun problème. C'est une machine avec laquelle on peut faire des bornes avec un passager. Mais je dirais quand même que dans l'ensemble, la H2SX, en plus de ça, c'est une moto qui est extrêmement bien pensée au niveau de l'électronique. Elle a un régulateur de vitesse adaptatif. Elle ne coûte pas le même prix, attention, hein, ça vaut 10 000 € de plus qu'une Hayabusa, une H2SX SE. Donc il faut quand même prendre ça en considération. Mais il y a de la suspension semi-active, il y a le moteur compressé. Il y a beaucoup de choses qui justifient aussi quelque part un petit peu le prix de cette machine. Quelque chose à prendre en considération, mais je dirais que globalement, oui, c'est une moto avec laquelle vous pouvez sans aucun problème faire des voyages à deux et avoir le côté sportif, plus que sur un trail qui, lui, aura vraiment cette fonction un peu plus polyvalente. Non, on enchaîne directement, hein, sans transition aucune, avec la question de Reptile.com, très rapidement, hein, avant qu'on arrive sur des sujets de fin de FAQ, y aura-t-il un partenariat avec Royal Enfield? J'y réponds rapidement parce que vous avez été quelques-uns à me poser cette question. Oui, il y aura un partenariat avec Royal Enfield. Je suis actuellement en train de discuter avec une concession moto qui fait notamment Royal Enfield et aussi d'autres marques importées
par la CIMA comme QJ Motor et Moto Morini. Donc ça va être extrêmement chouette. Je vais devoir probablement commencer à bosser avec eux fin du mois de septembre. Je vous tiendrai au courant bien évidemment, mais je sais que vous avez été nombreuses et nombreux à me demander si Royal Enfield rentrerait dans l'escarcelle des vidéos qui sont proposées sur la chaîne. Eh bien oui, très probablement. Ça reste encore à confirmer parce que les choses sont en bonne voie, mais j'ai pas de confirmation officielle. Et du coup, il y aura aussi très probablement du Moto Morini avec des machines superbes qui nous attendent dans les mois et années à venir. Je croise les doigts, Corsaro 750 et Sport en tête. Et puis aussi du QJ Motor qui est un constructeur qui m'intrigue énormément avec la fameuse SRK 921RR pour ne citer qu'elle. Ensuite, nous avons une avant-dernière question qui était à mon sens aussi extrêmement importante. Et cette question, elle nous vient de BBZ Biker qui nous dit: penses-tu que la législation sur l'équipement obligatoire en moto doit évoluer? Et à ça, je vais vous répondre instantanément: oui, oui, oui et oui. 1000 fois oui. Donc, que nous dit ChatGPT? Comme ça, on a l'information qui est bien, voilà. En France, la législation, elle impose quelques équipements obligatoires. Un casque homologué, encore merci, s'il vous plaît. Des gants certifiés CE. Un gilet de haute visibilité, gilet jaune ou similaire. Voilà, il suffit de le posséder et de le ranger dans un emplacement accessible sur la moto. Éclairage et rétroviseur. Et plaque d'immatriculation conforme. Vous n'avez pas l'impression qu'il manque des trucs, là? Vous n'avez pas l'impression que là, on est un peu dans un truc où, bon, voilà, c'est pas forcément ultra complet. Chaussures, pantalons, veste, tout ça, il n'y a absolument aucune obligation sur, la législation française. Et ça, c'est un vrai problème pour moi. J'ai pris le site de Moto Blues, mais pas parce que je suis en partenariat avec eux. C'est juste que voilà, je vais souvent sur le site de Moto Blues, mais déjà avoir un équipement moto un peu plus complet devrait, à mon sens, être obligatoire. Je me demande même si je devrais pas en faire une vidéo complète de ça, parce qu'à tel point, ça me sort par les trous de nez de voir des gens au bord de la mer rouler en GS ou en traceur ou en S1000RR ou en ce que vous voulez, avec des tongs en short et en t-shirt. Pourquoi? Parce qu'ils ont un casque et des gants. Mais vous imaginez les dégâts que ça fait si vous tombez? Et ça, pour le coup, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Donc, comme je vous dis, un bon équipement, qu'il s'agisse d'un cuir ou bien éventuellement de blousons textiles, mais qui ont des bonnes protections. Pareil au niveau, je dirais que le jean est le strict minimum, mais un jean moto, ça devrait quand même être un truc un petit peu plus obligatoire, avec vraiment des protections qui sont dédiées. Encore une fois, je pense qu'il y en a certains qui ne se rendent pas véritablement compte, mais quand vous roulez en moto, vous êtes ultra vulnérable. Et pour le coup, je pense qu'il y en a certains qui s'en foutent complètement. Non, voilà, je pense que véritablement, ça devrait être une obligation d'avoir un équipement homologué sur le blouson, sur le pantalon, sur les chaussures. Et ça, il n'y a aucun problème. Arrêtez de nous faire chier avec des contrôles techniques qui ne servent à rien. Les normes de pollution, d'homologation, on a bien compris que c'est un truc qu'il faut faire. Mais est-ce que vraiment ça fait avancer le schmilblick? Par contre, protéger les motards, ça, je pense que ce serait quand même quelque chose d'un minimum nécessaire. Voilà, donc j'ai donné mon petit avis. Et la dernière question de la journée, c'est celle qui a un petit peu rendu les gens curieux. C'est Eona1 qui nous dit: t'as vu le post sur la GSX-R 750 de Suzuki sur Insta, t'en penses quoi? Alors, j'ai vu ça parce que ça m'a un petit peu intrigué. Donc, je vais vous emmener bien évidemment sur le compte Instagram de Suzuki France, pas Suzuki Cycles Monde, qui ont effectivement posté ce petit reel sur leur compte Instagram disant GSX-R 750, l'essence même de la performance. Et là, vous avez le copain Cubens qui nous dit bientôt, Z-Crosser qui nous dit un retour de cette légende. Bon, je voulais revenir là-dessus parce que c'était un petit peu blaguesque, mais je pense qu'il y en a certains qui se sont un peu enflammés. Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas à l'heure actuelle que la GSX-R 750 va revenir dans sa forme
actuelle, à savoir sa forme actuelle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la machine qui est aujourd'hui avec son moteur de 750 cm3 et ses 148 chevaux. Hein, on va aller directement sur le site de Suzuki aux USA parce que eux ont encore la machine, hein, elle est juste ici, la GSX-R 750. Et en fait, le truc, c'est que cette machine pourrait revenir dans le cas où Suzuki fasse une refonte de la moto avec éventuellement peut-être des changements en ce qui concerne le moteur pour avoir moins de puissance, plus de couple, etc. Mais telle qu'elle est là, je la vois pas très forcément facile à homologuer et surtout j'en vois peu l'intérêt dans le marché actuel où il y a beaucoup de gens qui vont vers des machines comme la Panigale V2, comme la R9 qui ont moins de puissance et qui d'un autre côté ont du couple. Donc, je pense que très clairement, cette GSX-R 750, oui, effectivement, si on revient sur l'Instagram de Suzuki, bon, ils ont fait ce petit truc, mais je pense très honnêtement, à mon sens, que c'est plus un hommage ou plus quelque chose pour créer un petit peu la hype autour de la GSX-R 1000 que véritablement un teasing caché. Écoutez, si pour le coup j'ai tort, je serai le premier à être content parce que je suis toujours content quand il y a une nouvelle machine qui vient étoffer les gammes qu'on a, quelle que soit la marque. Donc, voilà. Cette vidéo est terminée, les amis. Cette FAQ est terminée. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Quelle est celle qui vous a un petit peu le plus plu? Dites-moi votre opinion en ce qui concerne aussi la législation sur les équipements moto. Je serais très curieux d'avoir votre opinion. Et ça y est, la rentrée arrive. On va se lancer et il va y avoir énormément de grosses choses puisque l'ECPA n'est plus qu'à 2 mois. On va rentrer dans les annonces, on va rentrer dans toutes les... c'est maintenant que ça va devenir intéressant. Toutes les marques vont commencer à faire des petits teasings, des petites annonces. Ça va être super intéressant. Et puis moi, j'ai plein de contenu à vous proposer. Donc abonnez-vous à cette chaîne. Mettez la cloche de notification. C'est le truc le plus important. Et éventuellement, un petit commentaire et un like afin d'aider l'algorithme et que j'en sache un peu plus sur vous. En attendant, les amis, prenez soin de vous. Kiffez vos bécanes. On se retrouve pour la rentrée sur la Roadsters TV. Ciao!